les collègues que l'on a perdus. On les compte à 31 aujourd'hui, 31 personnes qui ont perdu la vie pendant l'exercice du feu de forêt. Voilà, 31 personnes depuis 63, ça fait beaucoup. Le fait de lire comment volent les oiseaux pour les ascendants, le fait de savoir comment décollent les oiseaux, en général ils décollent toujours face au vent, tu as déjà la direction du vent quand tu arrives sur le plan d'eau quand tu es en Canadair. Le fait de connaître parfaitement les oiseaux, les migrations, etc. t'enrichissent énormément dans notre métier. Donc il faut être à l'affût de tout ce qui peut t'apporter comme expérience, parce qu'il faut savoir que les oiseaux, ça vole depuis des milliers d'années, et nous, on vole la sécurité civile ici à Marignane que depuis 50 ans. Donc il faut être humble envers les oiseaux. Voilà. Bonjour, Lufthansa 7X-ray, ready for departure Delta Taxi. On Nostrum 914, descent 3,700 feet on QNH 1006, cleared left approach runway 31 right. Okay, clear, 3,900 and clear for LS 32 right, Nostrum 914. Confirm runway 31 right, Nostrum 8914. Excuse me, 31 right, thank you. C'est plein d'oiseaux devant, sur le nez au-dessus. On a vu, on regarde, là, on va regarder ce que ça donne. Il y a quelque chose, il y a une traînée là, mais... Sur le nez, là, on voit effectivement du sang. On n'a pas eu le temps de trop bien le regarder, quoi. C'était un martinet. Non, mais je veux la plume. Un martinet femelle, là, je te laisse la plume, elle est là. Ok, on va la prendre pour Et nos arbres. vous me ferez une expertise. Ouais, là-haut, il y a un peu de plume, un peu de viande. Bon. Les oiseaux, c'est un danger parce que si ça rentre, si c'est un gros, je dirais, s'il rentre dans le turbocompresseur, bon, ça peut biber les ailettes et ça peut, on est obligé de couper le moteur, quoi. Qu'avec un Canadair, comme tu le vois là, on est en relation avec les célèbres 4 éléments, hein, l'eau, l'air, la terre, le feu, et c'est un avion qui permet de côtoyer les 4 éléments, voilà. Le Canadair, c'est autant un avion qu'un bateau. Dedans, on a pratiquement tous les éléments qu'il y a dans un bateau. On voit là, sur le nez une bille d'amarrage. On a une étrave qui est comme un bateau, exactement pareil. On a sur le côté des moustaches qui vont permettre à l'eau de partir vers l'arrière, c'est-à-dire ne pas aller dans les hélices. À l'intérieur de l'avion, on a une ancre, on a une gaffe. On peut mouiller l'ancre comme dans un bateau, exactement. On a les mêmes choses. Alors voilà, là on arrive dans la cabine de pilotage, d'accord. Vous voyez que tout à fait au fond, on voit un bout qui est lové, d'accord. Sur la droite, attaché à ce bout, on va avoir une ancre qu'on pourra... Il y a une sortie sur le devant de l'avion, dont on pourra mouiller l'ancre. Et sur la gauche, on va avoir une gaffe. Cette gaffe va nous permettre, en ouvrant toujours cette trappe, de prendre une bouée ou de prendre un coffre, si jamais on est en panne sur l'eau. Et qu'on veut rester sur l'eau. Voilà.
La première fois qu'on touche l'eau en avion, on s'émerveille parce qu'on ne l'a jamais fait avant. J'étais avant dans l'armée de l'air, donc j'étais dans des avions qui n'étaient pas des hydravions, j'ai jamais touché l'eau avec. C'est vrai que ça fait une impression où on va couler, quoi. C'est quelque chose de magique. On peut pas, je peux pas décrire. C'est indescriptible, quoi. C'est quelque chose de magique. Voilà. On est sur l'eau, on est avec un avion, ça paraît ubuesque. C'est un peu un avion mythique pour les pilotes. Je crois qu'il y a beaucoup de pilotes qui duraient père et mère pour pouvoir voler dessus. Et c'est des missions particulières pour un pilote qui sont intéressantes au possible. Bon, écoute, on va redécoller et puis on fera des approches, tu vois, en prenant la mythe jaune là, on prend le truc. En essayant de la laisser à droite? Ouais, un peu à droite, voilà. Hein? Allez, bah écoute, là check avant le décollage. Tu veux faire le décollage? Ah bah je veux bien. Allez, je te le fais alors. Allez. Alors, je te passe les volets 10. Impec. Alors que la France a été le berceau de l'hydravion, il en reste très très peu. Vas-y, sur la terre? Ouais, sur la terre, parce que sur l'eau, c'est pas bien. Et en France, le seul vraiment gros hydravion qui reste, c'est le Canadair. Il est le seul dans sa catégorie, plus son aspect qui est vraiment très particulier, sa mission, le rapport avec les feux et tout ça, ça en fait vraiment un mythe. Moi, j'étais commandant de bord avant sur Brigade Atlantique. Je chassais des sous-marins russes parce qu'avant que Berlin s'écroule, il y avait un mur. Et donc, on foutait sur la tête aux sous-mariniers, russes de préférence. Et mon père, c'est un ancien sous-marinier. Et donc, je faisais un complexe d'Oedipe. Je l'ai su après, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je n'ai pas fait d'études de psychologie. Et donc, j'étais un excellent commandant de bord pour taper sur les sous-mariniers russes. Par contre, on avait des missions qui me plaisaient, où je me trouvais super. Donc, j'aimais traquer mon père. Mais il y a des missions de secours en mer qui nous arrivaient très souvent. Au cours de chasse contre les sous-marins, il y avait toujours en Bretagne un voilier en détresse, un cargo qui avait cassé son arrimage, une marée noire, enfin bref. Il y avait toujours ce genre de mission particulière qui nous tombait dessus. Et donc, on se déroutait ou on décollait de la base mer pour faire ces missions de secours en mer. Et donc, ces missions-là, je me suis rendu compte qu'elles me plaisaient beaucoup plus, finalement, que de traquer des monstres du passé. Et donc, là, j'ai vu que mon intérêt, c'était un intérêt général, sauver une vie humaine, quelqu'un dans l'eau, ou un mât dématé, etc. Et là, j'ai vu que j'avais beaucoup plus d'affinité avec ce genre de mission qu'avec des missions typiquement guerrières. J'ai aimé les avions tout de suite. Hein. Puis, je dirais 8-9 ans. Je ne savais pas trop où aller, mais je voulais faire de l'avion de chasse. Et j'habitais à côté de Toulon, pas loin d'ici. Et je voyais souvent des Canadair aussi. Donc j'avais ce mélange d'avions de chasse, de Canadair, et puis de temps en temps, il y avait la patrouille de France de Salon qui venait s'entraîner aussi. Donc je voyais tout ça, et ça m'a un peu orienté. Alors je me suis dit, bon, la patrouille de France, c'est pas possible d'y rentrer comme ça. Les Canadair, c'est pareil. Donc je vais d'abord faire pilote de chasse, après on verra.
Donc j'ai dit à mes parents, eh ben, moi je voudrais faire pilote de chasse. Ah ouais, ben alors t'as intérêt à travailler, ça n'arrivera pas comme ça. Bon. Donc j'ai suivi ma voie pour être pilote de chasse. Et un jour, j'y suis arrivé. Entre-temps, j'avais dit à ma mère, elle s'en souvient toujours d'ailleurs, elle me le sort souvent. Vers l'âge de 12 ans, je lui ai dit, je fais l'armée de l'air, après je fais la patrouille de France, et après je vais sur Canadair. Voilà. Donc elle avait bien ri. Et... Alors moi juste... Alors résultat de la mission, bon, dans l'ensemble ça s'est bien passé, le comportement de l'équipage était, j'ai trouvé à mon niveau pas mal, la synergie, après en détail, là j'y suis allé petit à petit, donc je suis rentré dans l'armée de l'air, j'ai fait quelques années dans l'armée de l'air, après je suis allé à Salon, à la PAF. Bon, bien sûr il fallait que les portes s'ouvrent au bon moment, au bon endroit, hein. Ça on peut pas dire je vais faire ça, c'est pas possible. Il y a toujours un obstacle, c'est que des obstacles. Pour être pilote de chasse, arriver au bout, c'est que des obstacles. La PAF, la patrouille de force, j'en parle même pas. Alors là, c'est une toute petite porte, et pour l'attraper, c'est très difficile. Et ici, pareil, quoi. Ici, donc j'ai eu beaucoup de chance. C'est quoi le vent qu'on a en moyenne alors? On est plutôt du vent du sud-ouest? C'est variable, avec une très légère ici, légèrement ouest, là-bas, légèrement sud. Bah, moi, j'ai commencé à voler très jeune. J'ai eu la chance de naître dans une famille qui avait des pilotes, hein. Mon père était pilote pendant la guerre. Il a rencontré ma mère à l'explosion de l'aviation populaire. Il était moniteur de vol à voile et il a eu comme élève ma mère et ils ont fait connaissance et voilà. Oh, ben elle est pas belle la ville, là. Regarde comme c'est beau, hein. Toutes les montagnes mythiques, les Alpilles, le Luberon, le Ventoux. De toujours, j'ai vécu à côté des avions ou dans les avions. Pélican 31, bonjour, poursuivez l'approche 31 droite, le vent 320 degrés, 24 nœuds, maximum 33. Contre cette base 36 établie, on rappelle établi en place 35. On les va. Le désir de voler, il est venu assez tard, enfin à 20 ans, parce que je ne connaissais pas le milieu, je n'étais pas issue d'une famille qui était dans l'aéronautique, donc c'est un milieu que je mystifie un petit peu. Et c'est en me dirigeant d'abord vers le métier d'hôtesse de l'air par facilité, tout simplement, que j'ai réalisé que c'était à la portée de beaucoup de gens. Pélican 44, bonjour, numéro 2, piste 31 droite, le précédent à 4 nautiques finales, le vent 320 degrés, 20. Ouais, piste le 42 également en retour. Hein. Et les volets zéro, les volets zéro. Pompier, je te rappelle dans... Merci bien, Jeanne, c'était parfait. Putain, j'ai la crève, hein. J'ai cru que j'allais pas y arriver ce matin. Oh là là, bon tué. Concours de la sécurité civile. Alors le Canadair, ça représente 12 avions en France, donc c'est un milieu très fermé, c'est un milieu qui était essentiellement militaire, où il n'y avait pas de femmes. Le concours s'est ouvert aux civils en 2005, et en 2008, j'ai eu les conditions requises pour pouvoir passer le concours. Alors je les ai un petit peu harcelés de lettres de motivation et de CV, et j'ai été appelée en janvier 2008 donc, pour passer la sélection. Et à ma grande surprise, je l'ai réussi. Donc je suis arrivée ici et je suis la plus heureuse du monde.
La force du Canadair, c'est le nombre d'avions, c'est la fréquence de largage et c'est le tonnage d'eau. Mais c'est ça la force du Canadair. Un seul Canadair, ça sert à rien du tout. Donc tu fais au plus vite par rapport à l'hypothèse. Il y a souvent des lignes électriques, il y a souvent beaucoup de fumée, il y a souvent pas trop de sorties. Donc il ne faut pas se précipiter, il faut bien faire le tour du feu. Hein. Regardez, parce que souvent on a des feux qui sont au fond d'une vallée, mais on se rend compte que la vallée, elle sort nulle part, quoi. Ça peut arriver, ça. Si je veux sortir par là, il faut que je largue comme ça, parce que si je largue comme ça, je ne pourrais pas sortir. Là, il y a du vent, il y a des rabattants, là, je vais peut-être pas y aller. Ou alors, des fois, on se présente et puis ça va pas bien, et on remet les gaz et on n'y va plus, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Je suis là, je vais plus là. Et tu reviens à la route, et je pense qu'il se remet à disposition. Avec les pompiers au sol, lui, le pompier au sol, il a sa vision des choses, il est au sol. Nous, on arrive et il nous propose, on lui demande toujours, bon, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est vite fait, parce qu'avec l'habitude, on sait où sont les points chauds. Donc, Le feu, c'est sa vie. Il faut vraiment s'en méfier, quoi. On croit que c'est terminé, mais c'est pas terminé. c'est bon, là c'est clean, on peut rentrer. Voilà, il y a encore un point chaud là-bas. On voit, il y a de la fumée à l'angle de la maison. Pour moi, le feu est une personne organisée. Et là, je n'ai pas dit à grand monde ce que je pense. C'est-à-dire que le feu, il y a une tête de feu, il y a des flancs, c'est-à-dire il y a deux lisières, tu as une tête de feu et tu as un cul du feu, c'est-à-dire l'arrière du feu. Je ne sais pas si vous comprenez en Suisse. Ouais. Et donc le feu, au départ, commence tout petit. Avec un seau, tu l'éteins. Et ensuite, il va s'organiser en fonction du vent, en fonction de la pente, en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la chaleur, en fonction du stress hydrique des arbres. Il va s'organiser de façon intelligente. Quand tu vas le combattre, il va, si tu es fort sur un flanc, il va s'organiser pour déborder sur l'autre flanc. Il va essayer de s'élargir pour refaire une tête de feu. Et même au niveau de son cul de feu, j'appelle le cul de feu l'arrière du feu, on va être plus poli quand même parce que je sais pas. Au niveau de l'arrière du feu, il va pouvoir se régénérer. Donc un feu commence à naître par l'origine du feu, se développer par ses flancs. Il va avoir une tête qui va être une tête mais extrêmement virulente sur certains feux. Tu pourras mettre 100 appareils sur ce feu, sur cette tête de feu. Tu n'arriveras même pas à l'éteindre, aucun pompier ne pourra l'éteindre parce qu'il y a des températures de l'ordre de 1000 degrés sur cette tête de feu. Donc ce qu'il faut faire pour affaiblir le feu, c'est de taper sur ses flancs pour qu'il ne puisse pas régénérer sa tête.
On n'a pas une vue verticale des maisons qui brûlent ou des gens qui sauvent leur maison avec des tuyaux, etc. Mais on a une vue oblique. On a une vue oblique, donc on n'a qu'une vue, on va dire, on ne voit pas pareil. Par contre, on voit des gens dans l'embarras. On voit des gens avec leur petit arrosoir. On voit des gens avec des seaux. Et là, il faut, ces gens-là, qu'on ne largue pas dessus. Parce qu'on peut les blesser. Et on voit qu'ils veulent sauver leur maison, etc. Donc, ce qu'on fait, on a du produit moussant, on met de la mousse et on largue un peu plus haut pour que si l'impact de l'eau arrive sur eux, bon, ils ne soient pas, blessés ou voire même tués. Parce qu'un largage d'eau tue. On a donc une éthique et une règle qui est de ne plus attaquer les feux durant la nuit, tout simplement pour une bonne raison, c'est qu'on ne voit pas les fils électriques et les câbles dans les vallées, on ne voit plus la fumée, on n'a plus assez de vision pour mener la lutte de nuit. C'était fin 2010, décembre 2010. Et on nous a appelé brutalement un jour en nous disant que Israël, ils avaient un feu à côté de Haïfa qui était énorme et qu'ils avaient demandé l'aide internationale. Donc, en 2 ou 3 jours, il y a 50 avions qui ont convergé vers Israël, des États-Unis, de la France, de l'Espagne, partout. C'était assez impressionnant quand même. Haïfa donc, est ici et le feu du Mont Carmel avançait comme ça vers Haïfa. C'est pour ça que les Israéliens ont eu donc, très peur. Ils pensaient que la ville, que tous les abords de la ville allaient être envahis par les flammes. C'est pour ça qu'ils ont demandé tous ces moyens. L'expérience, il n'en avait pas. Les moyens, il n'en avait quasiment pas. Peut-être des hélicoptères ou des petits avions, mais je ne suis même pas sûr. Alors ça, c'est des hangarettes avec des F-16 dedans, qui sont prêts, armés, et prêts à partir. Et là, on voit les Canadair, juste ici. Là. On a été un peu éparpillés sur le terrain. Et donc après, le feu s'est terminé. Le gouvernement israélien a décidé que c'était terminé et qu'ils allaient remercier tout le monde en nous invitant tous les équipages, tous ceux qui avaient participé, en nous invitant à Jérusalem, donc au palais présidentiel. Même les pays un peu ennemis, je dirais, étaient là. Quoi. Il y avait les Turcs, il y avait vraiment tout le monde. Quoi. Et à la fin, il a regardé toute la salle comme ça, parce qu'il parle très bien. Un très bon orateur, M. Netanyahou. Il a lu un petit morceau de la Torah aussi. Bon, on n'a rien compris. Mais bon, il l'a lu. Et ensuite, il a fait un discours en anglais en expliquant tout. Et à la fin, il a regardé tout le monde droit dans les yeux. Tout le monde comme ça, toute la salle. Et il nous a dit « We will never forget, never ».
Eh ben, c'est un sacré feu là. Je reviens sur l'endroit et moi j'avais vu ça que d'envol en fin de compte. Et bah, on comprend mieux comment a démarré le feu. Et puis en fin de compte, il avait pris beaucoup d'élan dans la pente là. Il avait une énergie folle quand il est arrivé là. Et du fait qu'on a tapé et on a serré cette lisière, eh ben, on a pu minimiser les dégâts. Mais il faut savoir qu'en l'espace de 2 heures, les Canadair ont déversé sur cette lisière-là, qui fait, je sais pas, elle doit faire à peine 2 petits kilomètres. En 2 heures, grâce à la proximité du plan d'eau, on a mis sur cette lisière pratiquement 100 tonnes d'eau. Quand le feu est mis par un homme, forcément il y a de l'intelligence derrière. Et à partir du moment où il met d'une manière intelligente, il fait sa mise à feu, eh bien il y a de grands risques que ce feu devienne très grand. Et là, c'est caractéristique d'un feu avec une certaine intelligence. Alors pourquoi? Parce que vous voyez là-bas, eh bien, il y a déjà eu un départ de feu dans la région. C'est-à-dire que les arbres, les têtes de pin qui sont brûlées là-bas à peu près à 1 kilomètre, c'est un feu qui s'est arrêté là. Les pompiers sont arrivés rapidement. Il n'y avait pas forcément la météo, le vent, l'hygrométrie, la chaleur qui allait bien. Et on l'a arrêté. Et on voit très nettement ce départ de feu. Donc ça veut dire peut-être que déjà la personne avait essayé d'allumer ce feu. Mais c'est un désastre. C'est comme si vous avez perdu quelqu'un. Hein? De votre propre famille. Ça fait 40 ans, même plus de 40 ans, 45 ans, que vous vivez avec ça. Et vous vous arrêtez, vous regardez, et après, quand vous passez là, c'est vraiment le désastre, une guerre. On ne peut pas expliquer de ce qui se passe là. Pour la faute des gens qui sont inconscients, qui n'aiment pas. Quand on se lance dans quelque chose, quand on prend un feu en compte, on a fait le tour de tous les dangers. On sait où ils sont, on sait jusqu'où on peut aller. Après, le risque, il y aura toujours un risque, quelque chose que peut-être on n'aura pas vu ou bien mesuré, mais c'est quand même assez rare, mais c'est comme ça. En 2005, on a eu un avion où la queue s'est cassée. C'était juste avant le largage où on a vu l'avion, la queue partir, et puis bon, sans explication. Donc bon, l'avion s'est retourné, enfin s'est craché, et les 2 pilotes sont morts. Voilà. Nous, on ne pense pas à ça, on pense au plaisir qu'on a de voler et on ne va pas penser à ce qui pourrait nous arriver. Par contre, quand ça arrive, effectivement, on est très triste parce que souvent c'est des camarades, c'est comme ça, mais on ne monte pas dans l'avion avec la peur au ventre, loin de là.
c'est assez violent quand même. Hein. C'est très violent. De perdre, on vous annonce là dans le couloir que quelqu'un vient de se cracher, qu'il est décédé, c'est très violent. Mais bon, je ne vais pas dire qu'on a l'habitude, parce qu'on ne s'habitue pas. Hein. On est rodé, on va dire. C'est pas une habitude, on est rodé, mais c'est de moins en moins supportable, voilà. C'est ça, de moins en moins supportable. C'est des choses que je supportais, entre guillemets, parce que c'est quand même, je ne sais pas si c'est le bon terme, supporter. J'arrivais à supporter, on va dire, quand j'étais jeune, mais maintenant, en vieillissant, c'est de moins en moins facile. Et de moins en moins supportable. Je ne sais pas si c'est le bon terme. On ne peut pas l'avaler, quoi. On arrive à avaler les choses de moins en moins, quoi. En vieillissant, je veux dire, en ayant du métier et tout, de moins en moins. Mais ça fait partie, il faut l'accepter, de toute façon. C'est la vie, c'est comme ça. Et ça, en tant qu'héritage, je pense que ça nous oblige à rester humbles et sérieux et consciencieux dans le cadre de notre métier, parce que c'est quand même un métier où on n'a pas droit à l'erreur. Moi, personnellement, j'y pense comme si pratiquement ils étaient toujours vivants. Je les vois pas morts. Les gars, il y en a qui ont cru, enfin ont été au bout pour réussir la mission, quoi. Bon, il y a un grand respect, on les honore tous les ans. On avait perdu quand même pas mal, hein. Je crois que c'est 37, je crois, sur les feux. C'est déchirant. On avait la colère quand on perdait les copains. Ah ouais. On avait la colère parce que il y a les feux accidentels. Mais on va dire à 90%, c'était volontaire. L'action qu'on mène, nous, avec l'amicale, maintenant, c'est d'aider les veuves et puis les orphelins. Actuellement, on a encore 8 orphelins. Il y a des fils qui sont devenus médecins, ingénieurs. Excusez-moi, mais enfin, je suis trop sensible. Bon, enfin, c'est mon caractère. On paraît être dur et puis on est vraiment mou des fois. Hein. Bon, enfin. Non, c'est le respect des gars, quoi. Là, c'est la réception des premiers Catalina. Ah ben, les premiers Canadair. Là, c'est le premier Canadair qui est arrivé. Donc, on avait encore le Catalina. Hein. Mais de la première équipe, il ne reste plus que Hamé et puis moi. Hein. Moi, j'ai fait toute ma carrière ici. J'ai fait 37 ans. Hein. Oh, alors. 2 avions citernes équipés pour la lutte contre les feux de forêt sont arrivés en Provence. Ça, c'est le premier article qu'on a eu. Mais les pompiers ne voulaient pas de nous parce qu'ils pensaient qu'on allait reprendre leur boulot. Et en réalité, alors on était souvent avertis par des commandants de bord des lignes, des avions de ligne, quoi, qui disaient, ils passaient un message à la tour, parce qu'ils se tenaient au courant, quoi, ils savaient qu'on était là. Alors ils passaient un message à la tour leur disant, il y a un feu à tel endroit, là, vos avions qui jettent de l'eau, là, ils peuvent venir. Parce que c'est comme ça qu'on a commencé. Alors, je vais vous la raconter, on était sur un feu à Nîmes, mais c'était un feu de broussailles, quoi. Enfin, on nous avait désigné ce feu-là, donc on allait du côté de Nîmes, et on écopait dans le Rhône. Et on faisait nos largages, nos rotations, on était à 2 avions, quoi. Et à un moment, on passe sur une propriété qui était en feu. Et il y avait des arbres, il y avait des beaux arbres, et des chevaux qui couraient. Alors on dit, merde, qu'est-ce qu'on fait? On va pas laisser. Et à cette époque-là, c'était pas organisé comme maintenant, on n'était pas
épiés comme ils sont maintenant. Maintenant, ils savent où ils vont péter, où ils vont faire leur truc. Mais nous, on était un peu libres. Alors, on écopait, il y avait un avion sur 2 qui écopait, qui larguait sur cette propriété. Et donc, on a sauvé cette propriété et ses chevaux. Et donc, la surprise, c'était que 8 jours après, il y a le commandant de la base, Claude Leroux, là, qui nous appelle et puis qui commence à nous passer une raïta. Enfin, une raïta, c'est une engueulade, quoi. Mais sérieux, je dis merde, qu'est-ce qu'on a fait? Et alors, à la fin, il éclate de rire et puis il nous montre le chèque. Et cette dame, qui était une comtesse, nous avait offert, en 1976, nous avait fait un chèque d'1 million pour les équipages, à partager aux équipages qui avaient sauvé ses écuries et ses chevaux. Et bon, nous, on n'en veut pas de l'argent. Et c'est de là qu'on a créé l'amicale. Et voilà. C'est une histoire comme une autre. Hein. Enfin, il y en a eu beaucoup. Hein, Le Tracker, c'est un avion terrestre. L'expression avion terrestre, c'est bizarre pour un avion, mais c'est un avion qui n'écope pas dans les plans d'eau. Et on transporte du retardant, alors que les Canadair transportent de l'eau. De plus en plus en aviation, le pilote est de moins en moins pilote, surtout en aviation de ligne. Il pilote plus en avion, c'est l'ordinateur qui pilote. Ici, on est directement en liaison avec les moteurs et l'avion. Et il n'y a pas d'instrument dans cet avion sophistiqué. On ressent tout ce que dit l'avion, entre guillemets. On ressent quand il est content, quand il n'est pas content, quand il souffre pas, quand tout va bien, on le ressent directement. C'est directement les vibrations qui vont dans les tripes du pilote. On est le 19 juillet 2005. On a déjà une grosse journée dans les jambes. En arrivant sur le feu, la fumée était très couchée par terre, donc on ne pouvait pas passer sous la fumée, on était obligé de passer sur la fumée. Et à la troisième rotation, donc en passant vertical, on voit ces grands arbres, je les ai signalés à mon équipier. Tout était bien, on est descendu pour larguer notre charge. On devait être peut-être un peu bas, à une altitude de entre 20 et 30 mètres. Les arbres étaient hauts. Et là, très peu avant le moment de larguer, sur ma gauche, j'ai vu un pin s'embraser. Et un pin, quand ça s'embrase, il faut l'avoir vu pour le croire, ça explose. Et j'ai été enveloppé au moment du largage dans une espèce de boule de feu due à ce pin qui a explosé. J'ai perdu la vue du sol et je suis rentré dans de l'air très chaud, forcément. Et qui dit air chaud en aéronautique dit perte de portance de l'avion, forcément. J'ai vu monter les sommets des arbres autour. J'ai dit là, ok, je ne peux pas les éviter. Donc j'ai senti une série de chocs dans la foulée. Tout ça se passe très vite, hein, évidemment. Je me suis protégé, j'ai lâché les commandes, puisque de toute façon je savais qu'à ce moment-là il n'y avait plus rien à faire. Je me suis protégé le visage avec mes mains comme j'ai pu, puis j'ai attendu que ça passe. Et là, j'ai ouvert les yeux quand il n'y a eu plus de mouvement. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu des pins autour de moi avec des flammes qui continuaient à monter sur les troncs. Et là, je me suis dit qu'il ne fallait pas rester longtemps dans cet avion. Il fallait évacuer au plus vite. Hein. J'ai pris une direction qui me semblait la meilleure. Et puis j'ai couru dans cette espèce de forêt qui brûlait un peu partout. Puis je suis arrivé dans du verre, dans une surface non encore brûlée. Et là, j'ai entendu 2 grosses explosions. Donc, c'était l'avion qui explosait, évidemment, avec moi en dehors, heureusement. En 2005,
il y a eu d'autres accidents et il y a eu des cérémonies donc, officielles sur la base pour d'autres collègues. Ces accidents sont arrivés après le mien et quand j'ai vu leur famille au pied des cercueils sur la base, en fait, je me suis dit, ça devrait être mes enfants et moi dans le cercueil. Voilà. Et c'est vraiment ce que je me suis dit, j'en ai pris vraiment conscience à ce moment-là. Je me suis dit, c'était pas moi, c'était eux, mais ça devrait être moi. Issue de secours, la porte, poignée, marquage et crochet de fixation, tu viens de les voir. Tout est beau. C'est reçu. Porte d'accès arrière, on va le faire... On va le faire là. Vas-y. On le voit les améliorations. Maintenant c'est vraiment plus que sensible hein, depuis qu'on a fait ces visites. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Je mettrai en observation encore les stickers, t'as raison, ça nous pollue la porte. Le système de pompage. Parfait. Alors on va procéder à l'évacuation d'une soute pour voir si le système d'évacuation fonctionne bien. On fait page 32 le trou d'homme? Oui, trou d'homme. Ok. J'ai besoin de gaffe, encre, cordage, couteau de plongée. Donc on est des caractères assez forts, mais on n'est pas des mauvais garçons. Donc on n'est pas des... Avant, nos anciens étaient beaucoup plus... je vais pas dire... j'aime pas dire kamikaze, mais eux, ils allaient vraiment... Ils avaient aucune limite, on leur donnait aucune limite. Donc ils travaillaient à pas d'heure, ils volaient 7 jours sur 7, ils étaient contents de voler. Bon, là, on a, tout doucement, vu les accidents, on a tiré des enseignements. Voilà, le mot qu'il faut avoir, c'est nos anciens nous ont permis de tirer des enseignements et de faire des documentations de travail avec des repères et des règles. Des fois, il faut décrocher d'un feu et il faut laisser, hélas, la part du feu parce que le feu, c'est une intelligence organisée, surtout quand il y a du vent chez nous, de la sécheresse, etc. Attends, mais je peux pas voir avec. Allez, à ton dernier vol, hein. Chin chin, hein. Allez, chin chin. Chin chin. Allez, félicitations. Ah, elles sont bien celles-là. 45. Dernier vol. Enfin, il faut savoir tourner la page, hein. Ça va pas être facile. Hein. Quand j'ai arrêté de voler, j'ai mis 2 ans à peu près pour... Enfin, ça c'est... Chacun son caractère. Il y a des gars, il y a des copains qui partent, ils sont à l'âge, hein, Puis il y en a toujours qui... Ben, on aime ça, quoi, puis c'est tout. Hein. Je pense que en créant quelque chose, on est fier de ça, quoi. Et puis, il faut savoir partir, c'est tout. Mais maintenant, j'ai mon arrière-petit-fils, quand il voit les avions, c'est toujours l'avion à papé.